Les études supérieures, les bacs plus 5 pour faire vite, c'est le Graal pour intégrer le club très fermé des gagnants d'une génération, bien compris comme ceux ayant accès aux carrières les plus rémunératrices et aux plus hautes responsabilités. C'est en partie faux. Pour certains diplômés des masters des universités, principalement pour ceux ayant intégré les filières des sciences humaines et sociales, c'est la soupe à la grimace. Côté insertion dans la vie professionnelle, pour la promotion 2015, soit 30 mois environ après l'obtention du diplôme, seuls 71% des diplômés en archéologie, ethnologie, préhistoire sont en emploi. En creux, 29% sont donc au chômage ou encore dans l'antichambre de l'emploi. Cela concerne 22% des récipiendaires en philosophie, épistémologie et 19% des diplômés en art. Des emplois bien souvent instables et mal rémunérés, avec des salaires mensuels nets médians s'étalant pour ces trois formations de 1 430 à 1 660 € après 18 mois de carrière. C'est au-dessus du SMIC, mais en dessous du salaire net médian de l'ensemble des salariés. La mission fondamentale de l'université, ce n'est certes pas uniquement de former des futurs employés, mais des esprits, de créer et de diffuser la culture. Une culture plurielle, pas simplement sur les champs disciplinaires les plus pourvoyeurs d'emplois et les plus lucratifs. Mais pas certain que les étudiants de ces filières ni leurs familles aient été mis au courant de ces chiffres. Première conclusion, l'appareil éducatif génère une surproduction d'intellectuels de plus en plus déconsidérés économiquement et socialement. À l'autre bout du spectre, il y a les grandes écoles. Il suffit d'égrener la liste des patrons du CAC 40 pour s'en convaincre. La quasi-totalité est issue des écoles les plus prestigieuses, avec comme voie royale X, ENA, HEC, et derrière cette élite suivent des formations très convoitées, un mélange d'écoles d'ingénieurs, Mines ParisTech, Centrale Supélec, École des Ponts ParisTech, d'écoles de management, INSAD et SEC, et de Sciences Po. Pour ces étudiants sortis du top les plus prestigieux, pas de doute, le retour sur investissement, c'est-à-dire l'effort financier consenti par les parents et ou l'étudiant pour réaliser son cursus vis-à-vis de l'espérance de revenus, est gagnant. Mais il s'agit là du haut du panier. Reste que lorsque l'on élargit le spectre à l'ensemble des grandes écoles, 184 au total, le bilan est plus mitigé. Certes, l'insertion dans la vie professionnelle est quasi parfaite. Moins de 3% des diplômés de la promotion 2015 étaient en recherche d'emploi en 2018. Moins de 5% pour la promotion 2016 et 9,2% pour la promo de 2017. Certes aussi, le salaire médian à environ 2 150 € net est 18% supérieur au salaire net médian de l'ensemble des salariés, alors même qu'ils n'ont aucune expérience, et près du double du SMIC. Mais à ce niveau, il faut beaucoup d'années pour amortir le coût de ces études. Autrement dit, la promesse du retour sur investissement n'y est pas. D'autant qu'en la matière, certaines filières font mieux que rivaliser. Certains masters sont devenus ultra compétitifs. Dans l'ensemble de la filière droit, économie, gestion, le salaire mensuel net médian atteint 1 900 € au bout de 18 mois de carrière. Idem dans la filière sciences, technologies, santé, avec un pic à 2 290 € pour le cursus mathématique. C'est comparable avec la moyenne des grandes écoles qui, comme toute moyenne, marque de profondes disparités. Alors bien sûr, les universités n'ont pas la même force de frappe en matière d'ouverture internationale, de réseau d'anciens, de placement des stagiaires. Mais elles sont imbattables en termes de coûts de scolarité. 1 000 € environ pour l'intégralité d'un cursus contre une année de salaire brut pour une grande école, soit environ 34 000 €. Deuxième conclusion, si le retour sur investissement est imbattable pour les grandes écoles les plus prestigieuses, la question de l'attractivité se pose sérieusement pour beaucoup d'écoles de deuxième rang.